Bienvenue dans Histoire de cuisine, le podcast qui remonte le fil du temps pour comprendre comment une simple recette a pu devenir une légende. Aujourd'hui, laissez-moi vous poser une question. Quel dessert français porte le nom d'une figure pieuse, alors qu'on le trouve bien loin des monastères, plutôt dans les vitrines de nos pâtisseries? Une gourmandise à l'allure presque sage, presque disciplinée, mais qui cache en réalité une vraie tentation. Vous l'avez ? Eh oui, aujourd'hui nous allons parler de la religieuse. Pas besoin d'être un fidèle pratiquant pour la savourer, mais promis, on va garder un peu de piété dans notre gourmandise. Alors installez-vous confortablement et laissez-moi vous conter comment ce dessert à l'apparence si sage est devenu l'une des douceurs les plus irrésistibles de la pâtisserie française. Il y a bien longtemps, le mot religieuse ne désignait pas du tout le petit chou que l'on connaît aujourd'hui, mais une tarte grillagée, un nom inspiré des grilles des couvents, comme un clin d'œil discret au monde religieux. Il faut attendre le 19e siècle pour que tout bascule. Nous sommes à Paris en 1856, dans un lieu très en vogue, le célèbre café Frascati, situé boulevard Montmartre. Un établissement élégant, fréquenté par la bourgeoisie parisienne et tenu par un glacier d'origine napolitaine, Signor Frascati. C'est là que naît la religieuse moderne. Frascati aurait eu l'idée d'utiliser la pâte à choux, déjà très populaire à l'époque, pour créer un nouveau dessert. À ses débuts, la religieuse n'a d'ailleurs rien de rond. Elle se présente sous une forme carrée, assez éloignée de celle que l'on connaît aujourd'hui. Ce qui intrigue déjà, c'est son nom. Selon la tradition, Frascati lui-même aurait trouvé que ce dessert lui rappelait la silhouette des religieuses, avec leurs habits et leurs coiffes. Une interprétation visuelle, presque amusée, qui va marquer les esprits. Très vite, le succès est au rendez-vous. La religieuse quitte le café pour entrer dans les grandes maisons parisiennes, notamment chez Stoer, l'une des plus anciennes pâtisseries de la capitale. Là, elle prend une toute autre dimension. Elle devient une pièce montée spectaculaire, composée de multiples choux ou éclairs assemblés et liés à la crème au beurre. Mais au fil du temps, la version individuelle s'impose. Plus simple à déguster, plus élégante aussi, elle adopte progressivement sa forme iconique. Deux choux superposés, un grand surmonté d'un plus petit, comme une petite silhouette bien droite. Une évolution rendue possible grâce à une innovation technique, l'apparition et la généralisation de la poche à douille qui permet enfin de former des choux bien ronds et réguliers. Côté recette, les fondamentaux sont posés très tôt. De la pâte à choux, une crème pâtissière, souvent au chocolat ou au café, un glaçage au fondant et une fameuse collerette de crème qui vient lier les deux choux. À l'époque, on ne lésine pas sur la gourmandise. Certaines versions sont garnies de crème Chibouste, d'autres sont décorées de crème fouettée en abondance, un vrai luxe pâtissier. Et puis il y a ce détail qui amuse encore aujourd'hui. Avec ses deux étages bien distincts et son glaçage sombre, la religieuse évoque effectivement une tenue noire, sobre, presque austère. Un dessert qui porte un nom sage, mais qui en réalité déborde de crème et de générosité. Pour la recette, la base, c'est le chou, évidemment. Une pâte légère, presque aérienne, que l'on poche délicatement avant de la laisser gonfler au four jusqu'à obtenir une belle coque dorée, croustillante à l'extérieur et moelleuse à l'intérieur. On prépare ensuite deux choux, un grand et un plus petit. Chacun est garni d'une crème pâtissière onctueuse, souvent à la vanille, au café ou au chocolat, qui vient ainsi apporter toute la gourmandise du dessert. Puis on nappe le tout d'un fondant brillant ou d'un chocolat lisse qui vient habiller la religieuse avec élégance. Ensuite vient le moment de l'assemblage. Le petit chou est posé sur le grand comme une pièce délicatement équilibrée. Une collerette de crème vient les relier, presque comme un détail de couture, donnant à l'ensemble cette silhouette si reconnaissable. Et voilà, un dessert qui tient debout, fier, presque solennel, même face aux plus grands gourmands. Petit conseil d'amis, prenez toujours un instant pour l'admirer avant de la déguster. Parce qu'une fois la première bouchée prise, toute retenue devient beaucoup plus difficile. De nos jours, la religieuse est devenue un grand classique de la pâtisserie française. On la retrouve dans presque toutes les vitrines, fidèle à ses saveurs traditionnelles, chocolat, café, vanille, mais elle n'a jamais cessé d'évoluer. Les chefs pâtissiers se l'approprient, la revisitent, la modernisent. Pralinés, pistaches, fruits rouges, les textures s'allègent, les glaçages se réinventent et le fondant laisse parfois place à des finitions plus contemporaines, comme le craquelin. Certains vont encore même plus loin dans la créativité. À Paris, Geoffrey Cagne propose une religieuse résolument moderne, épurée et élégante. À Nantes, Vincent Guerlet imagine des versions surprises, jouant sur les textures et les associations inattendues. Et la religieuse ne se limite plus au sucré. Elle s'invite désormais dans le salé, revisité en version apéritive ou gastronomique,
garnis de foie gras, de saumon ou de fromage fin. Une manière audacieuse de détourner un grand classique. Aujourd'hui, la religieuse est devenue un véritable terrain de jeu pour les pâtissiers, mais aussi un sujet de concours où tradition et innovation doivent cohabiter. Et pourtant, malgré toutes ces variations, une chose ne change pas. La religieuse reste ce petit monument de gourmandise à la fois élégant, généreux et délicatement irrévérencieux. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Histoire de cuisine. Alors la prochaine fois que vous verrez une religieuse dans la vitrine d'une pâtisserie, prenez un instant, observez-la, admirez son équilibre, son élégance, et souvenez-vous, ce n'est pas qu'un simple chou, c'est un petit morceau d'histoire, un clin d'œil à la créativité des pâtissiers et peut-être aussi une invitation à céder à un petit péché gourmand. Un dessert à l'apparence sage, mais qui cache une gourmandise bien assumée. Alors, si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de partager autour de vous. C'est ma meilleure récompense. On se retrouve très bientôt pour un nouveau voyage gourmand à travers le secret des recettes.